Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'abondance, du prix de la liberté. Et oui, comme beaucoup de chaînes survivalistes, j'apporte également mon grain de sel par rapport aux dernières déclarations du président de la République, car a priori, c'est la fin de l'abondance, c'est le prix à payer pour la liberté. Nous allons devoir faire des sacrifices, on va devoir sacrifier notre confort cet hiver, baisser les chauffages, couper la Wi-Fi, on va subir des coupures d'électricité, etc., etc. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça. On va pas parler de qui est en faute. Est-ce que c'est une crise feinte ou est-ce que c'est une crise qui existe réellement? Est-ce que c'est une crise qui est planifiée? Est-ce que c'est dû à une incompétence crasse des dirigeants? Ou est-ce que c'est une crise qui était en fait inévitable, car tous les autres pays sont également en crise, connaissent des difficultés, et nous, la France, forcément, nous en connaîtrons également, peu importe la compétence de nos dirigeants. C'est un discours qui se tient aussi au vu de certains, hein. Voilà, ne soyons pas complotistes, la crise est là, il y a toujours eu des crises dans l'histoire, et eh bien, c'est pas forcément de la faute de ceux qui nous dirigent, j'aimerais pas être à leur place, ceci, cela. Bon, chacun son opinion, et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus les conséquences pour les citoyens tels que nous sommes. Alors, pourquoi cette crise? On va pas refaire l'inventaire de toutes les explications possibles et imaginables sur ce que nous allons traverser, mais on peut quand même avancer que avec une croissance qui a été plutôt continue pendant les 30 glorieuses, plutôt maintenue pendant les piteuses, les années piteuses comme on les appelle en économie, soutenue par la dette. Donc on a alimenté la croissance sur de la dette, ça ne pouvait plus tenir forcément. À un moment donné, il y avait un prix à payer, et puis nous avons traversé d'autres crises économiques et financières en 2008, plus quelques petites crises successives durant les années 2010, la crise liée au Covid bien entendu, où on a maintenu l'économie sous perfusion en disant que tout allait très bien, Madame la Marquise, et puis maintenant la guerre en Ukraine, donc en Europe. Ce qui est incroyable, c'est que certains découvrent tout ça aujourd'hui, alors que toute cette problématique, tous ces problèmes que nous rencontrons et que nous allons rencontrer étaient prédits par beaucoup d'économistes qui parlaient déjà en 2020 d'un gros problème économique qui allait arriver. Et puis moi, je me souviens, j'ai commencé à m'intéresser. Alors je m'intéressais déjà au survivalisme avant, mais je suis rentré de plein pied dans ce domaine grâce à Vol Ouest notamment et Piero San Giorgio. Alors Piero San Giorgio avait écrit un livre à l'époque, Survivre à l'effondrement économique, et il parlait déjà durant les années 2020 de problèmes qu'on allait rencontrer et qui allaient s'installer de manière durable et qui allaient provoquer un effondrement de notre économie et pourquoi pas de la civilisation telle que nous la connaissons, de notre civilisation, hein. Donc il parlait déjà de crise financière, de crise économique, de risques pathologiques, de crise énergétique, de crise écologique. Et là, force est de constater que nous en sommes là. Bon, certains découvrent, hein, au début, les survivalistes étaient moqués, c'était des hurluberlus qui étaient dans des bunkers, qui s'entouraient de stocks de nourriture et d'armes. Et donc c'était voilà, un sujet assez risible pour les journalistes notamment, pour les médias et puis pour une grande partie de la population française. Et puis le discours s'est peu à peu transformé. Alors il y a eu une phase également où le survivalisme était vu comme quelque chose de dangereux. On a même eu à un moment donné, avec l'affaire qui remonte en 2016-2017, je ne sais plus trop, de ce, entre guillemets, survivaliste qui a provoqué des fusillades et qui s'est voilà, jeté sous les balles de la police pour se suicider. Donc là, forcément, à un moment, dans l'ancien gouvernement de l'époque, hein, on a dit que voilà, les survivalistes étaient, pour certains, pour
pour une partie de cette mouvance, comme on le disait, eh bien, associée à du terrorisme. Alors ça, c'est assez risible quand même, parce que voilà, un survivaliste qui se suicide, c'est peu commun, on va le dire. On va dire ça comme ça, je connais pas beaucoup de survivalistes suicidaires. Et puis, récemment, eh bien, on ne pensait pas que tout ça pouvait arriver, on ne pouvait pas penser pour certains, hein, qu'une pandémie mondiale allait survenir, on ne pouvait pas penser que la guerre allait éclater aux portes de l'Europe, on ne pouvait pas penser qu'on allait reconnaître encore une énième crise économique qui allait nous amener à connaître des restrictions, on ne pensait pas qu'on allait connaître des assignations à résidence comme on l'a connu lors de la crise du Covid. Donc tout le monde débarque plus ou moins, enfin quand je dis tout le monde, c'est 80% de la population qui, quand on étudie l'histoire, pourtant on sait que l'histoire est semée au moins tous les 50 ans de gros problèmes à traverser, mais chacun pensait qu'on était protégé par l'après-guerre, par le progrès, que plus jamais on allait rentrer en guerre, que notre technologie allait nous sauver, et voilà, force est de constater que nous n'en sommes pas vraiment là et que les problèmes arrivent. L'histoire est un éternel commencement et recommencement. Alors ça me fait penser un peu à la citation qu'on attribue à Schopenhauer, toute vérité traverse 3 étapes, hein. Le ridicule, dangereux et évident. Donc le ridicule, c'était le survivaliste qui était moqué. Dangereux, c'était le survivaliste qui était craint comme un fou, entouré d'armes, qui était prêt à se jeter sous les balles, à tuer des gens de sang-froid. Et puis là maintenant, on se dit, tiens, est-ce que c'était pas une évidence de se préparer de plus en plus à devenir autonome, à anticiper des problèmes. On revient un petit peu sur le sujet, il n'y a plus cette, du moins dans les gens que je connais, cette idée du survivaliste qui craint les zombies ou les extraterrestres. Non, chacun a bien intégré le fait que le survivaliste craignait l'inflation, craignait le retour de la guerre, craignait des pandémies, craignait pourquoi pas un risque nucléaire. Tous des risques en fait qui sont avérés dans notre monde actuel. L'autre crainte également du survivaliste, c'était dans cette économie imbriquée, dans cet énorme système bien huilé. Il suffisait d'un petit grain de sable pour pouvoir tout immobiliser certaines chaînes de production, de transport, de communication et faire revenir pourquoi pas l'être humain, alors peut-être pas à l'âge de pierre, mais à quelques décennies en arrière, par manque de produits, par manque de certaines technologies. Et là, nous y sommes complètement. Alors je vais ne pas faire comme certains survivalistes, et j'en connais, qui se réjouissent, qui se disent voilà, maintenant c'est le grand soir, c'est notre heure de gloire. On nous a moqués et là maintenant tout le monde voit qu'on a raison. Vivement que la crise arrive, vivement que la guerre arrive pour que moi je montre au monde entier que j'avais raison et que je suis préparé et que les autres peuvent aller se faire voir. Non, il faut toujours craindre ces crises, il ne faut pas les souhaiter. Et moi de mon côté, même si j'essaye de me préparer, j'essaye d'anticiper ces choses-là depuis plus de 10 ans, j'espère de tout cœur que ce qui est annoncé n'ait pas lieu, même si tous les indicateurs sont là quand même pour nous montrer qu'on va traverser des périodes difficiles. Mais il existe quand même des survivalistes qui s'équipent à outrance et qui voient un peu le survivalisme comme un jeu. Quand le survivaliste va se rendre compte que c'est sa famille qui va traverser cette crise en plus de lui-même, que c'est forcément ses enfants, sa femme, ses parents, ses voisins, il va être confronté à une réalité qui est tout autre. Et au début, peut-être qu'il y aura un peu l'excitation de cette crise qui l'attendait peut-être, mais en fin de compte, il va se rendre compte qu'il n'est pas préparé assez, personne n'est assez préparé pour anticiper tout ça. Alors pour l'instant,
Pour l'instant, c'est juste un hors-d'œuvre qu'on est en train de déguster. On a vu par exemple la moutarde qui était absente dans les rayons. Bon, c'est que de la moutarde, on peut s'en passer. Ça fait 5 mois qu'on n'a plus de moutarde, on ne mange plus de moutarde. Et puis c'est comme ça, c'est tout. Mais le jour où ce sera des médicaments qui seront nécessaires à la survie de certains, eh bien là, ça sera une autre histoire. Le jour où ce sera des outils, des appareillages, notamment relatifs à la santé, le jour où ça sera l'électricité qui viendra complètement à manquer, ou l'eau potable, là, ça sera une autre histoire complètement. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va avoir on a traversé la crise de la moutarde, elle va revenir peut-être en novembre, pourquoi pas. Bon, cette crise due notamment à une mauvaise récolte au Canada qui impacte le marché français parce que nous, on ne produit plus de moutarde depuis l'après-guerre et on se réfère toujours à d'autres marchés parce que la France a tout délégué à une myriade de sous-traitants, elle ne produit plus rien, ce qui est bien dommage quand même. On va traverser également une crise du blé, avec la crise ukrainienne notamment. Donc le blé, ça sera forcément une augmentation du prix du pain, ça sera une augmentation du prix des pâtes, ce sera tout produit qui contient du blé, et Dieu sait s'il y en a dans le monde. Notre économie repose sur le blé, le pain. Eh bien, on va avoir forcément des problèmes, alors peut-être pas de disette, mais tout de même, dans certains pays, qui consomment énormément de pain ou énormément de produits à base de farine de blé, eh bien les problèmes vont être notoires. Et autre crise à traverser, la crise de nombreux matériaux qui seront indisponibles, la crise des semi-conducteurs notamment. Donc là, avec les semi-conducteurs, tout fonctionne avec des semi-conducteurs. On parle juste de bagnoles pour l'instant, où on a un calendrier de livraison assez improbable, mais par la suite ce sera aussi d'autres appareils informatiques et tutti quanti. C'est également des matériaux comme le sable pour le béton, comme l'aluminium, comme des terres rares, et bien d'autres matières premières qui vont avoir un impact également sur l'alimentaire, car certains produits vont venir à manquer, et certains produits servent aux emballages. Donc on parle notamment de canettes en aluminium, où on ne pourra plus forcément avoir des boissons dans des canettes aluminium. Donc soit l'économie elle se réinvente, ou soit on va connaître encore une fois une pénurie. Donc ne plus avoir de Coca ou de Red Bull, on va s'en passer, et ça sera même tant mieux pour nous, mais il risque aussi d'avoir d'autres produits qui viendront à manquer. Notamment aussi les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, ça c'est autre chose, parce qu'on a des plats cuisinés, on a de la viande, on a des légumes, etc. Et bien en parlant de légumes, autre souci à se faire, c'est qu'on a une saison assez sèche, très peu d'eau, beaucoup de canicules. Et moi, des agriculteurs que je connais, eh bien, on a des mauvaises récoltes de bon nombre de légumes. Qui dit mauvaise récolte dit moins de légumes sur le marché. Qui dit moins de légumes sur le marché dit rareté, donc augmentation des prix, et puis on aura forcément peut-être une offre qui sera inférieure à la demande, et de ce fait-là, eh bien, ce qu'on va voir, c'est forcément une inflation, voire même des pénuries pour certains produits. Donc on parle de certains légumes comme la pomme de terre. Bon, c'était une bonne année à pomme de terre dans les jardins, parce qu'on est dans des bonnes terres dans les jardins, bien souvent, mais dans les grosses exploitations, eh bien c'est pas la même terre que le jardin, parce qu'il faut des fertilisants, il faut des intrants pour pouvoir produire, car la terre n'est plus aussi bonne, et là on se rend compte forcément dans ce modèle que la pomme de terre pourra venir à manquer. Aussi problème sur certains engrais, on l'a vu, donc là je sais pas où ça en est, mais on risque d'avoir des problèmes sur les engrais. Donc qui dit problème sur les engrais dit aussi problème sur les récoltes prochaines. Pénurie sur les munitions, donc je vais vous laisser un lien sur une vidéo Les armes et la science by Jérémy, une chaîne YouTube qui explique bien ce problème de pénurie de munitions qui va forcément toucher les tireurs sportifs, les chasseurs.
Donc pourquoi? Il y a une myriade de raisons, hein. Donc il y a la guerre en Ukraine forcément, où certaines usines produisant de la poudre, des amorces, etc. sont mobilisées pour l'effort de guerre. Mais on a également les problèmes de plus en plus de monde qui s'arme et qui achète des stocks de munitions, notamment en France. Donc forcément, les ventes font que le produit est moins en rayon, et puis il y a aussi des ventes qui sont tellement massives, et aussi les États qui essayent de se réarmer, que les stocks tampons viennent à fondre. Aux États-Unis, on a encore un phénomène de réarmement incroyable qui s'est fait depuis l'élection de Joe Biden. Les gens craignaient je ne sais quoi, donc on s'est rué sur les munitions et les fusils d'assaut, notamment là-bas, les AR-15. Et pareil, hein, en cas de crise, pendant la crise du Covid, on a connu aux États-Unis un réarmement assez conséquent. Donc tout ça fait que, encore une fois, on a une demande qui est bien supérieure à l'offre. Et les munitions viennent à manquer, et forcément les munitions deviennent de plus en plus chères. Donc moi, ça ne m'impacte pas personnellement parce que je ne suis plus tireur sportif, mais pour les tireurs et pour les chasseurs, ça pourra devenir un problème. Autre pénurie, l'huile de tournesol, qui était un ingrédient essentiel, notamment pour les frites. Également, qui a eu un impact sur d'autres huiles. Je pense à l'huile d'olive qui a connu une inflation incroyable. On va avoir également des problèmes, et là c'est autrement plus grave sur l'énergie. Alors on a connu une inflation improbable sur le carburant. Il faut penser que ça va se reproduire. Et puis pour toutes les autres sources d'énergie, et qui dit énergie dit pas bon, quoi, hein, pour la population française notamment, et pour les autres populations. On voit là par exemple l'électricité. L'électricité, le coût de production d'électricité a été augmenté par 14 au niveau européen, si je ne me trompe pas. Certains pays ont appliqué des grosses augmentations d'office. Nous en France, on en est toujours à, je sais plus, à 0,18 euros du kilowattheure quand on est dans des contrats de style heure creuse, heure pleine. Bon, pour l'instant, ça n'a pas augmenté parce qu'il y a une sorte de bouclier qui nous protège, donc une mesure qui a été mise en place par le gouvernement et qui essaye tant bien que mal de geler les prix. Mais le problème est que ça ne va pas durer longtemps, et on va connaître forcément une augmentation du prix de l'électricité. Alors pour le peu que l'hiver soit très froid, on risque d'avoir mal au portefeuille. Autre problème, c'est le gaz, augmentation directe due à la guerre en Ukraine. Donc là, on ne connaît pas l'ampleur de cette augmentation. Et on connaît aussi par contre l'ampleur de l'augmentation de la crise du pellet. Alors, il y a de plus en plus de monde qui s'est équipé de poêles à pellet. Et le problème, c'est que au début, c'était super bien, hein. C'était l'industrie du bois qui avait des déchets, notamment des sciures. Les sciures étaient revalorisées en granulés, et c'était plutôt écologique d'utiliser ce type de feu, et puis économique. Mais là maintenant, les prix flambent parce que de plus en plus de monde s'est équipé d'un poêle à pellet. Et là désormais, on n'est plus du tout dans l'écologie, hein. On abat des arbres complets pour faire des pellets, et la demande devient supérieure à l'offre. Alors c'est l'une des explications de cette crise. Il y en a d'autres, hein, mais force est de constater que le prix du sac de 15 kg était de 3,95 € en 2014. Il est désormais de 9,50 € et il va encore s'envoler parce pour l'instant c'est l'inflation. Donc on va avoir un coût 3 fois supérieur peut-être en termes de chauffage. Mais si c'est des pénuries qui arrivent, alors là c'est autre chose. On va avoir peut-être des familles qui ne vont plus pouvoir se chauffer. Alors ça n'a pas l'air de faire beaucoup de vagues, ce problème-là, parce que beaucoup de gens sont dans l'insouciance totale, un peu la cigale qui chante tout l'été. Et là, pour l'instant, il fait beau, donc on n'y pense pas trop. On parle d'une crise du pellet, mais on va attendre, peut-être que le prix va rebaisser. Sauf que arrivé en septembre, octobre, là ici, tout le monde va forcément rechercher des pellets parce que les températures diminuent. On se rend compte que c'est plus l'été, que l'hiver il fait froid, hein. Et même si on a passé 40, 50 hivers, si on a connu l'hiver 50 fois dans sa vie, on a l'impression pour certains ils redécouvrent
découvrent le froid et ils vont aller acheter les pelés. Donc là, on va avoir encore une fois une offre qui va être encore plus supérieure à enfin une demande qui va être encore plus supérieure et qui va forcément créer encore une flambée des prix et forcément une pénurie. Donc quand on va avoir des foyers français qui vont plus pouvoir se chauffer du tout cet hiver, il faut s'attendre à avoir des répercussions. Alors comme le disait le survivaliste français dans sa vidéo, sa dernière vidéo, bien sûr, on va avoir des répercussions en termes de mouvements sociaux. C'est pas possible autrement. Si le prix des matières premières, si le prix des biens de consommation quotidiens, et si le prix de l'énergie augmente d'une telle manière, on va avoir des personnes dans la rue, et puis par répercussion, on va avoir des grèves, des services bloqués, des services de transport qui ne transporteront plus, et encore une fois un grain de sable dans tout ce système qui d'habitude est bien huilé et qui là encore de nouveau va connaître de gros problèmes. Alors certains articles de presse parlaient également de pénurie à prévoir sur le paracétamol, sur les antalgiques, notamment du fait d'une surconsommation d'antalgiques durant la crise du Covid. La demande, encore une fois, a été extrêmement nourrie et l'offre a pu tenir grâce au stock, sauf que les stocks tampons se sont amenuisés et là maintenant on est juste sur une production à feu continu des entreprises pharmaceutiques et donc on pourrait peut-être être amené à avoir un manque de paracétamol. Donc là, encore une fois, bon, voilà, ça touche la santé et on pourra avoir aussi des pénuries sur d'autres médicaments. Je pense notamment à la situation instable qui existe avec pour l'instant Taïwan, la Chine, la Russie. Il faut savoir que la Chine est un gros producteur de molécules médicamenteuses. Donc le jour où il y aurait un embargo pour je ne sais quelle raison, eh bien on aurait de gros soucis à se faire. Et alors j'ai rencontré déjà mon ophtalmo qui me parlait un peu de ce problème. On avait déjà en 2019 dans certains contextes de tension, des médicaments qui arrivaient à l'hôpital avec des paillettes dedans, ce qui signifie que le médicament a été congelé. Donc il n'y a pas de problème, le médicament, alors je ne sais plus lequel, congelé et décongelé ne pouvait pas avoir d'impact, il était toujours aussi efficace, mais s'il était congelé, ça voulait dire déjà qu'on était en train de travailler sur du stock. Ce qui peut poser problème, parce que le jour où il n'y a plus de stock, eh bien là, on est un peu dans la panade. Je pense notamment à certaines personnes qui souffrent de maladies dégénérescentes assez graves. Si on leur dit vous n'avez plus de médicaments pendant 2-3 mois, et bien là c'est dramatique, tout simplement dramatique. Donc voilà un petit peu le panorama des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement et nous pourrions être amenés à être confrontés. Donc que faire face à ça ? Il n'y a pas grand chose à faire. Celui qui est préparé, il faut se préparer encore plus, faire des stocks, un peu de nourriture pour pouvoir vivre sur le prix d'aujourd'hui, demain. Donc lutter contre l'inflation grâce justement à des stocks tampons chez soi. Alors, ça ne sert à rien d'avoir une épicerie avec 2 ans de nourriture, mais déjà avoir quelques mois, ça pourrait aider à tenir. Ça serait de se préparer à avoir de l'énergie, des sources d'énergie alternatives pour pouvoir se chauffer, cuire les aliments, avoir de l'eau chaude, pouvoir bénéficier d'eau, tout simplement d'eau potable. Si on arrive à avoir une crise énergétique et que ces problèmes de coupure de courant ou autres nous empêchent justement de bénéficier d'eau potable, si les centres de retraitement des eaux fonctionnent à bas régime et qu'on a une demande qui est assez nourrie en eau, on pourrait pourquoi pas avoir des restrictions. Donc tout ça, il faut savoir anticiper. Pour celui qui est en cours de préparation, eh bien, il faut continuer. Et celui qui n'est pas préparé, eh bien, il est encore temps, pourquoi pas, de prévoir quelques actions, d'avoir une petite épicerie chez soi, de prévoir pourquoi pas avoir une batterie de rechange, une power station pour bénéficier d'électricité en cas de coupure de courant.
pouvoir justement faire tourner encore un radiateur par exemple, ce serait d'avoir un filtre à eau à minima, un petit filtre à eau. Donc voilà, il y a toujours manière à se préparer, il n'est jamais trop tard, sauf quand la crise est là et installée et survient. Et comme le disait le survivaliste français, si on a des mouvements sociaux, si la poste ou d'autres services de livraison se mettent en grève, si on a des problèmes de cet acabit-là, eh bien il sera trop tard pour commander certains équipements. Donc là, je pense qu'on est à l'aube, alors peut-être pas d'un cataclysme, peut-être pas d'un gros problème majeur, mais d'une crise qui va s'enfoncer petit à petit. Et il est temps voilà, il est encore temps d'agir, il est encore temps de se préparer. Il est temps aussi de chercher, pourquoi pas, des revenus alternatifs, chercher à faire le point sur ses compétences. On va avoir énormément de monde qui seront sur le carreau. Certaines entreprises ne tourneront plus. Certaines entreprises vont licencier. Je le vois déjà autour de chez moi. On a des grosses boîtes qui ne recrutent plus, qui commencent à licencier. Des boîtes qui sont complètement en dépôt de bilan. Et bien là, c'est encore une fois une rupture de la normalité à titre personnel, de perdre son job, de perdre ce qui nous rapporte de l'argent, ce qui nous permet de vivre et de faire vivre notre famille. Donc il est temps aussi de ne pas mettre les œufs dans le même panier, de refaire un point sur les compétences, d'ouvrir pourquoi pas une auto-entreprise pour pouvoir vendre quelques services si vous êtes doué dans un domaine ou autre. Hein. C'est ce que je fais moi personnellement. Donc voilà, ça c'était mon petit grain de sel par rapport à ce que je vois et les craintes que je peux avoir par rapport à cette situation. Je le vois pas du tout comme un jeu, ça c'est sûr. Maintenant moi j'ai une famille. Avant, quand j'avais 20 ans, je pouvais voir ça un peu comme un jeu. Allez, on va survivre. Mais là, vous voyez, le problème c'est qu'on va ne pas avoir accès à l'énergie, qu'on ne va pas avoir accès à certaines denrées. Voilà, on n'est pas dans un scénario où on part vivre en forêt avec sa vanne de long riff, quoi. On arrive dans un scénario où c'est la vie de tous les jours, mais sans le confort de tous les jours. Et il faudra forcément compenser, faire avec et s'habituer. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais vous montrer un petit peu l'état d'avancement de ma préparation. J'ai avancé depuis le mois de janvier, depuis mes bonnes résolutions pour 2022. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en termes de préparation alimentaire, stock alimentaire, stock de médicaments, etc. Et puis vous montrer aussi que j'ai merdé parce que moi j'ai un feu appelé, j'ai aussi des chauffages électriques, j'étais locataire, alors là je suis récemment propriétaire de la maison et je vais avoir accès, alors c'est une maison divisée en deux, je vais pouvoir, j'ai racheté l'autre partie, pour l'instant je n'y ai pas encore accès, mais dès que je vais avoir accès j'aurai vraiment la maison complète avec le jardin et tout, donc là je mettrai un feu, je vais changer le tubage de la cheminée, je vais mettre un vrai feu à bois, je vais abandonner les pellets. Mais là voilà, moi cette maison je l'avais intégrée en 2014, il y avait un feu à pellets dedans, il y avait des chauffages électriques, ça m'allait très bien, c'était pas cher, ça marchait bien et c'était ma seule crainte parce que j'étais pas du tout préparé en cas de problème énergétique. Là maintenant j'y suis et j'ai aucune solution de repli, donc vous allez voir que j'ai quand même quelques petites idées en backup, mais je croise les doigts parce que je suis peut-être le moins préparé par rapport à cette situation. Allez, on passe à mes préparations.